Ils surgissent dans la brume du temps, sabre à la main, armés d'un code d'honneur plus tranchant que leur lame. Les samouraïs, guerriers légendaires du Japon féodal, incarnent à la fois la discipline, la loyauté et la mort honorable. Mais derrière l'armure éclatante et les batailles épiques se cache un monde complexe, fait de politique, de spiritualité et de traditions millénaires. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante des samouraïs et du Japon féodal, entre légendes et réalité. Lorsque l'on évoque les samouraïs, on pense souvent à des guerriers invincibles, surgissant des brumes nippones. Mais pour comprendre leur véritable histoire, il faut d'abord remonter aux racines du Japon féodal. Aux alentours du 8e siècle, le pays commence à se structurer politiquement et militairement sous l'influence du modèle chinois. Le pouvoir central impérial s'affaiblit peu à peu, laissant place à de grandes familles aristocratiques, les clans, qui vont prendre une importance décisive. C'est dans ce contexte instable, fait de rivalités territoriales et de lutte pour l'influence, que naît la caste guerrière des Bushi, les ancêtres directs des samouraïs. La montée en puissance de ces guerriers se fait progressivement. Les grandes familles se dotent de troupes privées, composées d'hommes entraînés aux arts de la guerre, loyaux avant tout à leur seigneur. Ces combattants ne sont pas encore appelés samouraïs, mais partagent déjà certaines caractéristiques. Fidélité à un maître, maîtrise de l'arc, du sabre et du cheval. À mesure que le pouvoir impérial se fragilise, ce sont ces Bushi qui deviennent les vrais garants de la paix ou de la guerre sur les terres japonaises. Le Japon féodal se dessine, et avec lui, une société hiérarchisée où le sabre devient un symbole de légitimité. Le terme samouraï apparaît pour la première fois vers le Xe siècle. Il signifie littéralement « celui qui sert ». Ce mot reflète parfaitement la mission première de ces guerriers. Servir leur seigneur ou daimyo avec loyauté et honneur. La période des Heian voit de l'ascension de grands clans comme les Taira et les Minamoto qui s'affrontent dans des conflits sanglants. La guerre de Genpei, 1180-1185, entre ces deux puissances, aboutira à une transformation majeure du pays. La fin de l'autorité impériale réelle et l'établissement du shogunat, un gouvernement militaire dirigé par les samouraïs. Le premier shogun, Minamoto no Yoritomo, fonde en 1192 le Bakufu de Kamakura, une structure de pouvoir parallèle à la cour impériale qui marque le début du gouvernement des samouraïs sur l'ensemble du Japon. Ce système repose sur un code de valeurs strict, l'obéissance, la bravoure, la modestie et surtout la fidélité. Le Japon entre dans une ère où la force militaire supplante le droit impérial et où les conflits armés rythment le quotidien des provinces. L'aristocratie lettrée laisse place à une noblesse guerrière. La société féodale japonaise se construit autour de cette domination militaire. Les samouraïs bénéficient de privilèges, port du sabre, terre, statut social. Mais avec ces avantages viennent aussi des devoirs sévères. Ils doivent suivre le Bushido, ou voie du guerrier, un code d'éthique exigeant qui valorise le courage, la loyauté et la mort honorable plutôt que la défaite ou le déshonneur. Ce code non écrit à l'origine façonnera pendant des siècles l'identité des samouraïs. Leur rôle dépasse celui de simples soldats, ils deviennent des piliers moraux et politiques du Japon féodal. En conclusion de ce premier chapitre, il est essentiel de comprendre que les samouraïs ne sont pas nés d'une seule bataille ou d'un décret impérial. Ils sont le fruit d'une lente transformation sociale, d'un effritement du pouvoir central et d'un besoin de sécurité dans un pays morcelé. Ce sont ces circonstances qui ont donné naissance à une classe unique, à la fois guerrière, administrative et spirituelle. Dans les chapitres suivants, nous plongerons plus profondément dans leur art, leurs valeurs, et leur influence sur l'histoire du Japon. Le Bushido, souvent traduit par « la voix du guerrier », est l'âme du samouraï. Ce code moral, bien plus qu'un simple ensemble de règles, structure toute la vie de ces combattants d'élite. Inspiré par le confucianisme, le bouddhisme zen et le shintoïsme, le Bushido valorise des vertus telles que la loyauté, le courage, la sincérité, l'honneur et la maîtrise de soi. Chaque samouraï se doit d'incarner ces idéaux, même au prix de sa propre vie. Car pour eux, mourir avec honneur vaut mieux que vivre dans la honte. Le Bushido ne se lit pas, il se vit dans chaque geste, chaque décision, chaque regard échangé avec son seigneur.
Au cœur du Bushido se trouve l'idée de fidélité absolue au daimyo, le seigneur féodal. Un samouraï n'est rien sans son maître. Ce lien, presque sacré, dépasse l'intérêt personnel ou la survie. Il est question de dévotion totale. En retour, le daimyo offre protection, terre et statut. Mais si le seigneur est déchu, le samouraï est tenu de le venger ou de le suivre dans la mort. Ce sens du devoir donne naissance à des actes spectaculaires, comme ceux des 47 Ronin, qui vengèrent la mort de leur maître avant de se donner la mort selon le rituel du seppuku. Le seppuku, ou harakiri, est sans doute l'aspect le plus dramatique du Bushido. Ce suicide rituel, effectué avec un couteau court, consiste à s'ouvrir le ventre, siège de l'âme dans la culture japonaise, afin de restaurer son honneur ou éviter la honte de la capture. Bien que brutal, ce geste était considéré comme noble et purificateur. Il était pratiqué dans un cadre cérémonial strict, souvent accompagné d'un second, appelé kaishakunin, chargé d'abréger les souffrances du guerrier en lui tranchant la tête. Le seppuku symbolise la force morale ultime du samouraï. Le Bushido ne prône pas seulement la mort glorieuse, mais aussi la vie disciplinée. Le samouraï doit être sobre, respectueux, cultivé. Il pratique les arts martiaux, bien sûr, mais aussi la calligraphie, la poésie et le thé. Il doit être capable de tuer comme d'écrire un haïku. Cette harmonie entre force et raffinement forge une élite militaire aussi redoutable que cultivée. L'éducation des jeunes samouraïs commence dès l'enfance, dans une discipline stricte. Ils apprennent à supporter la douleur, à contrôler leurs émotions, à obéir sans discuter. Dans ce contexte, l'échec ou la lâcheté ne sont pas seulement des fautes, ce sont des blessures morales indélébiles. Le regard de la société est implacable. Un samouraï qui trahit le Bushido devient un Ronin, un guerrier sans maître, souvent méprisé et exclu. Certains choisissent la voie de l'exil, d'autres sombrent dans la criminalité ou errent en quête de rédemption. Le statut de Ronin illustre la dureté de cette morale d'acier, où la chute est aussi brutale que l'élévation est noble. Au fil du temps, le Bushido devient un idéal mythifié, transmis à travers les récits, les légendes et les arts martiaux. Même lorsque les samouraïs perdront leur pouvoir politique, leur code d'honneur survivra dans l'âme japonaise. Aujourd'hui encore, les valeurs du Bushido influencent les mentalités au Japon, dans le sport, les affaires et la vie quotidienne. Car la voie du guerrier, rigide et lumineuse, dépasse les siècles et continue de fasciner bien au-delà de l'archipel nippon. Au-delà des batailles et des codes d'honneur, la vie quotidienne des samouraïs était régie par des rituels, des responsabilités et un profond sens du devoir. Leur existence ne se limitait pas au champ de bataille. Ils formaient une caste sociale à part entière, avec des privilèges, mais aussi des obligations. Le samouraï vivait au sein d'un domaine ou d'un château, généralement rattaché à un daimyo. Sa maison, bien que modeste comparée à celle des nobles, reflétait l'équilibre entre austérité et raffinement. Tatami, paravent à papier-de-riz, alcôve pour les objets précieux. Tout exprimait un mode de vie discipliné et esthétiquement épuré. Le quotidien d'un samouraï débutait dès l'aube. Après les ablutions et les prières, il s'exerçait à divers arts martiaux, le kenjutsu, maniement du sabre, le kyudo, tir à l'arc, ou encore le jujutsu, combat à main nue. La pratique physique était indissociable de la méditation. Le samouraï devait entretenir son corps autant que son esprit. L'affluence du zen se faisait fortement sentir dans cette quête d'équilibre intérieur. Les séances de méditation assise ou zazen faisaient partie intégrante de leur formation, car la paix de l'âme préparait à affronter la mort sans crainte. Mais l'activité du samouraï ne se limitait pas à l'entraînement. Il participait également à l'administration du domaine de son seigneur, perception des impôts, surveillance des récoltes, maintien de l'ordre. Le samouraï était un fonctionnaire guerrier, garant de la stabilité dans une société féodale encore marquée par les conflits internes. Sa parole avait du poids, son jugement de la valeur. Il devait faire preuve de discernement, de justice et de retenue. Ses responsabilités faisaient de lui un acteur central de la vie politique et économique locale. L'éducation jouait aussi un rôle fondamental. Les enfants de samouraïs étaient élevés dans la rigueur. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à manier le sabre de bois, à lire les classiques chinois et japonais, à écrire des poèmes. Les jeunes filles de famille samouraï, bien qu'exclues du combat, recevaient elles aussi une formation rigoureuse,
tenues de maison, calligraphie, cérémonie du thé. Certaines apprenaient même l'art du combat avec le naginata, une halberde courbée, en vue de défendre leur foyer en cas d'attaque. Les loisirs n'étaient pas absents de cette vie austère. La poésie, le théâtre no, les parties de go ou de shogi, jeux de stratégie, ponctuaient le quotidien. Les samouraïs assistaient parfois à des spectacles ou organisaient des concours poétiques. Ces moments de détente étaient perçus non comme une frivolité, mais comme un exercice d'harmonie. Le raffinement culturel était la marque de ceux qui savaient allier l'acier à la plume, la guerre à la contemplation. Un samouraï cultivé inspirait respect et admiration. Cette existence disciplinée, faite de rituels, de responsabilité et de maîtrise de soi, façonnait une identité unique. Le samouraï était bien plus qu'un combattant. Il était l'incarnation vivante de l'ordre féodal, un pont entre le guerrier et le sage, entre le sabre et l'encre. En comprenant leur quotidien, on perçoit combien leur influence dépassait le champ de bataille pour s'étendre à tous les aspects de la société japonaise traditionnelle. Au fil des siècles, le Japon féodal fut secoué par des guerres intestines sanglantes, opposant de puissants clans de samouraïs dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Ces conflits ont façonné l'histoire du pays, redessiné les frontières et forgé la légende des plus célèbres guerriers. Parmi les plus marquants, la guerre de Genpai, 1180 à 1185, reste emblématique. Elle oppose les clans Taira et Minamoto, deux familles influentes rivales qui s'affrontent pour le contrôle du Japon. Ce conflit, qui se termine par la victoire des Minamoto à la bataille navale de Dan-no-ura, marque la fin du pouvoir impérial et la naissance du premier shogunat. La période suivante, dite de Muromachi, 1336 à 1573, voit l'émergence d'un autre grand clan, les Ashigaga, qui prennent le contrôle du shogunat mais doivent faire face à des soulèvements répétés. Ce pouvoir fragile ouvre la voie à l'époque des provinciaux, ou daimyo, qui se battent entre eux pour étendre leur territoire. C'est l'ère du Sengoku Jidai, littéralement la période des provinces en guerre, un siècle de chaos, de trahison et de combats sans fin. Dans ce tumulte, les samouraïs deviennent les instruments d'une guerre perpétuelle, employés par les seigneurs pour affirmer leur suprématie. Certains chefs de guerre se démarquent par leur génie militaire et leur charisme. Oda Nobunaga, brutal et déterminé, amorce l'unification du Japon en brisant le pouvoir des moines guerriers et en introduisant les armes à feu occidentales dans les batailles. Son successeur, Toyotomi Hideyoshi, poursuit cette œuvre en centralisant le pouvoir et en lançant même des campagnes militaires jusqu'en Corée. Enfin, Tokugawa Ieyasu, après sa victoire décisive à Sekigahara en 1600, met fin aux guerres civiles et fonde un shogunat qui durera plus de 2 siècles. Ces figures ont été portées par des armées de samouraïs dont la loyauté et la discipline ont fait pencher le sort des batailles. Les affrontements de cette époque ne se résument pas à des charges désordonnées. Les samouraïs combattaient selon des stratégies complexes. Les sièges de châteaux, les embuscades et les duels individuels étaient fréquents. Les armures, de plus en plus sophistiquées, protégeaient tout en conservant une mobilité nécessaire. Le sabre restait l'arme noble, mais la lance, le yari, l'arc, le yumi et les mousquets, les teppo, étaient aussi utilisés. Le combat rapproché était vu comme une épreuve d'honneur, mais la victoire primait toujours. Le champ de bataille devenait le théâtre d'un équilibre fragile entre tactique, bravoure et loyauté. Le prestige d'un clan dépendait de ses victoires, mais aussi de la renommée de ses samouraïs. Certains chefs de guerre deviennent de véritables légendes, comme Miyamoto Musashi, célèbre pour ses duels et son traité sur la stratégie. D'autres sont immortalisés dans les contes populaires, comme les 47 Ronin, ou dans les récits de vengeance et d'amour tragique. Ces histoires nourrissent une mythologie guerrière qui perdure encore aujourd'hui. Chaque bataille, chaque trahison, chaque victoire est gravée dans la mémoire collective comme un chapitre épique de l'histoire nippone. Les grandes batailles ont donc non seulement redéfini le paysage politique du Japon féodal, mais aussi renforcé l'identité du samouraï en tant que guerrier d'élite. Chaque rivalité, chaque duel, chaque conquête a contribué à façonner une culture du combat imprégnée d'honneur, de discipline et de sacrifice. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette ère guerrière laisse place à une paix durable sous le shogunat Tokugawa et comment les samouraïs vont devoir s'adapter à un monde sans guerre.
Après des siècles de guerre, le Japon entre enfin dans une longue période de paix relative avec l'instauration du shogunat Tokugawa en 1603. Ce régime centralisé met fin aux affrontements entre clans et impose une stabilité sans précédent. Pourtant, cette paix marque aussi le début du déclin des samouraïs. Privés de leur fonction première, faire la guerre, ils deviennent peu à peu des fonctionnaires de l'administration. Ils conservent leur statut privilégié, leur sabre et leur prestige, mais leur rôle se vide peu à peu de son sens martial. C'est une transformation silencieuse mais profonde qui va peu à peu éroder leur place dans la société. La politique des Tokugawa impose un ordre rigide. Les samouraïs sont assignés au château, interdits de posséder des terres et payés sous forme de stipendes. Cela les rend dépendants du pouvoir central et limite leur autonomie. Beaucoup tombent dans la pauvreté, incapables de subvenir à leurs besoins dans une économie de plus en plus monétaire. La distinction entre les classes sociales devient stricte. Samouraïs, paysans, artisans, marchands. Pourtant, ce sont les marchands, autrefois méprisés, qui s'enrichissent avec la prospérité économique. Les samouraïs, figés dans leur tradition, voient leur influence s'éroder. Face à cette réalité, certains samouraïs tentent de s'adapter. Ils se consacrent davantage aux arts, à l'enseignement, à la poésie. D'autres deviennent des ronins, errants sans maître, parfois en quête de vengeance, parfois contraints de vendre leur sabre pour survivre. Le déclin matériel se double d'une crise d'identité. Comment rester fidèle au Bushido dans un monde sans guerre? Comment défendre l'honneur quand la société valorise désormais le commerce et la paix? Ces questions hantent toute une génération de samouraïs désorientés. Au XIXe siècle, les tensions s'intensifient. Le Japon, resté fermé au monde extérieur pendant plus de 2 siècles, est contraint d'ouvrir ses ports sous la pression des puissances occidentales. En 1853, l'arrivée du commodore Perry et de ses bateaux noirs choque le pays. Le shogunat Tokugawa affaibli ne parvient plus à protéger la souveraineté japonaise. Une partie de la classe des samouraïs, frustrée par l'inaction du pouvoir, prend les armes pour défendre l'honneur du pays. C'est le début de mouvements de rébellion qui annoncent la fin d'une époque. La restauration Meiji en 1868 marque un tournant décisif. Le pouvoir impérial est restauré, le shogunat aboli et une politique de modernisation rapide est lancée. L'armée impériale remplace les anciennes troupes féodales, le port du sabre est interdit, les privilèges héréditaires supprimés. En quelques années, la classe des samouraïs est dissoute. Certains s'intègrent dans l'administration moderne ou dans l'armée. D'autres, refusant de renier leur code, se soulèvent comme lors de la révolte de Saigo Takamori en 1877. Cette insurrection romantique, mais vouée à l'échec, symbolise le chant du cygne des samouraïs. Ainsi s'éteint une caste qui avait façonné le Japon pendant près d'1 000 ans. Leur disparition marque la fin d'un monde. Mais leur héritage demeure. Le sabre est déposé, mais l'esprit du Bushido continue d'habiter l'âme japonaise. Dans le prochain et dernier chapitre, nous verrons comment la mémoire des samouraïs survit dans la culture, les arts et l'imaginaire collectif, bien au-delà des siècles. Même après leur disparition en tant que caste sociale, les samouraïs continuent de vivre dans l'âme du Japon. Leurs valeurs, leurs récits, leur esthétique se perpétuent dans les arts martiaux, la littérature, le cinéma et l'esprit collectif. Le Bushido, bien que désincarné de sa fonction guerrière, reste un idéal moral au cœur de la culture japonaise. Il influence les comportements, le sens du devoir, la rigueur dans le travail, la loyauté envers l'entreprise ou l'État. Dans un Japon modernisé, industrialisé et tourné vers le monde, l'ombre du sabre plane encore sur les manières, les rituels, les silences chargés de sens. L'éducation moderne, notamment à l'époque Meiji, reprend certains préceptes du Bushido pour forger une citoyenneté disciplinée. Le respect de l'autorité, l'endurance face à l'effort, la recherche de l'excellence sont autant de traits hérités de l'éthique samouraï. Même dans les arts martiaux modernes, comme le kendo, le judo ou l'aïkido, on retrouve la quête d'harmonie entre corps et esprit, l'importance du respect de l'adversaire et la recherche du dépassement de soi. Ce sont autant de chemins contemporains pour honorer l'héritage du guerrier disparu. Au-delà du Japon, les samouraïs fascinent le monde entier. Dès le XXe siècle, écrivains, réalisateurs et philosophes s'emparent de leur figure. Le cinéma japonais, avec des œuvres comme Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, contribue à cette diffusion planétaire. L'image du samouraï devient archétypale, celle du guerrier noble, solitaire, en quête de justice ou de rédemption. Cette figure inspire même Hollywood, les mangas, les jeux vidéo,
jusqu'au dessin animé. Le samouraï entre dans l'imaginaire mondial comme un symbole universel de loyauté et d'honneur. Ce phénomène de popularisation ne va pas sans transformation. La figure du samouraï est parfois idéalisée, romancée, vidée de sa complexité historique. On en retient l'image esthétique, l'armure, le katana, la silhouette droite face au vent. Mais cette réduction esthétique n'efface pas l'essence profonde du personnage. Elle témoigne plutôt d'un besoin contemporain de repères, d'exemples d'intégrité et de courage, dans un monde souvent perçu comme instable ou cynique. Le samouraï devient ainsi un miroir de nos propres aspirations. Par ailleurs, le Japon contemporain entretient une mémoire active de ses anciens guerriers. Musées, festivals, reconstitutions historiques, calligraphie et forges traditionnelles participent à maintenir vivant cet héritage. À Kamukara, Kyoto ou Aizu, on peut encore voir des démonstrations de combats à l'ancienne, visiter les tombes de célèbres samouraïs, admirer des sabres ancestraux ou écouter des contes transmis oralement. Le passé n'est pas figé. Il dialogue avec le présent. Et les jeunes générations japonaises redécouvrent avec curiosité l'univers de leurs ancêtres. Ainsi se clôt notre voyage dans le monde des samouraïs. Bien plus qu'un chapitre de l'histoire féodale du Japon, ils incarnent une philosophie de vie, une éthique du devoir, un art de mourir, mais surtout un art de vivre. Qu'ils soient réels ou légendaires, les samouraïs continuent de nous inspirer. Car à travers leurs sabres, c'est la lumière d'une sagesse ancienne qui traverse les siècles pour éclairer encore aujourd'hui notre quête de sens, de droiture et de courage. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les siècles, sur les traces de ces guerriers d'honneur qui ont façonné l'âme du Japon. Si l'histoire des samouraïs vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants des civilisations du monde. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et rejoignez notre communauté passionnée d'histoire. À bientôt pour une nouvelle immersion dans le passé.